que je libère mon esprit des préoccupations mondaines. Je m'ouvre à l'énergie pure de la source divine. Je tourne mes pensées vers l'énergie divine. Je me tiens silencieux et paisible devant le divin. Je m'abandonne complètement. Je me laisse toucher par son amour pur. Je m'imprègne de son éternelle beauté et de son amour pur. Et je me sens digne de cet amour. L'Éternel m'aime. L'Éternel me comprend. Et m'aime d'un amour inconditionnel. Il prend soin de moi avec beaucoup d'amour. Il me connaît parfaitement. J'accepte cet amour pur. Je lui appartiens totalement. Je me repose dans la douceur de l'amour divin et je baigne dans la paix et dans une tendre acceptation. Ensemble, nous diffusons l'amour vers les personnes qui m'accompagnent dans ma vie. Je transmets du fond du cœur des sentiments d'amour, d'acceptation et d'appréciation vers ma famille, vers mes amis, vers mes collègues. Je touche leur cœur d'un amour pur. Je leur transmets le cadeau de l'amour pur. Et mon cœur déborde d'amour.
Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Je dois vous avouer très sincèrement, je suis vraiment très content de vous retrouver. Ça fait du bien de voir des visages que j'ai pas vus depuis l'année dernière, donc le temps passe vite, hein, ça fait déjà, on était déjà l'an dernier, mais non, sincèrement, je suis vraiment content de retrouver plusieurs d'entre vous que j'ai pas eu le temps de voir les dernières semaines, et ce sentiment de nouvelle année aussi est toujours très intéressant parce que... Ah tiens, j'ai oublié les petites annonces. Ils sont sur le... Je savais qu'il me manquait quelque chose. Merci. Et c'est toujours agréable de sentir cette période de l'année a quand même, même si on sait que beaucoup voient des fois des résolutions comme étant faites pour être brisées. C'est ce qu'on dit des fois, on a des résolutions qui sont faites pour être brisées. Nous, on va essayer de vous prouver qu'on peut en faire qui tiennent. Et ce que j'aimerais, c'est peut-être m'engager à être là le plus présent possible, encore un an, pour qu'on puisse ensemble se motiver à progresser dans nos efforts personnels, dans notre cheminement intérieur. Et je vous assure vraiment le sentiment qui m'habite beaucoup et que je ressentais tout de suite en vous revoyant, en voyant certains d'entre vous que je suis vraiment content de voir et de me dire si je pouvais vous aider, mais en même temps m'aider moi-même, parce que c'est pas si altruiste que ça toujours dans mon histoire quand même. Mais si on peut s'aider en fait les uns les autres à mieux vivre des moments forts de méditation, mon souhait serait de pouvoir vous aider à personnaliser vos méditations pour que chacun puisse y trouver une façon à soi de vraiment s'épanouir. Et je connais plusieurs d'entre vous assez bien pour savoir qu'il n'y a pas deux personnes qui peuvent méditer exactement de la même façon. Et chacun doit trouver son approche, ses négativités, tout ce qui nous angoisse un petit peu, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous limite dans la vie, quel que soit. Pour chacun, c'est très différent. Et je me disais, si vraiment on pouvait contribuer à faire en sorte que pour chacun, il y a ce sentiment grandissant tout au long de l'année qu'on s'améliore, on transforme des choses en nous, on vit mieux, on est plus heureux. Et moi, j'ai la conviction que ce bonheur intérieur, il peut grandir, mais ça demande quand même un peu d'effort. Ça demande d'être en forme physiquement, ça demande aussi une attention à l'alimentation, l'exercice, etc. Mentalement, c'est pareil. Si on ne fait pas grand-chose, on va fonctionner très bien, mais on pourrait fonctionner mieux. Donc, c'est un peu mon engagement pour cette année, être là le plus souvent possible et être disponible si certains d'entre vous veulent parfois qu'on prenne du temps après une conférence pour parler peut-être de méditation, si vous voulez qu'on personnalise des fois certaines choses. Ça me fait plaisir de le faire après les conférences aussi. On peut toujours prendre un petit quart d'heure, 20 minutes ou un autre moment aussi. Donc ça, c'est l'entrée 2018, ça va? Maintenant, à vous de me rappeler dans 3 mois. Qu'est-ce que tu nous avais dit déjà en début d'année? Chacun ses formes de promesses et d'engagement, mais pour moi, je le sens vraiment très très bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Je vois, il y en a de gros moments où vous êtes froid. Hein? N'hésitez pas à utiliser, on a des châles qu'on met à votre disposition. On les lave régulièrement. Ils sont toujours très propres. Ça aide un petit peu. On sait que quand on s'assoit et qu'on médite, la température du corps baisse tout le temps. C'est un phénomène aussi. Puis en plus, on a du mal à chauffer les lieux. Alors, n'hésitez pas à en mettre 3-4 couches, il n'y a pas de problème. Ou vos manteaux sont très jolis et sûrement très efficaces. Moi aussi, je mets une polaire, là. OK, donc la bonne année, les châles, ça c'est fait. Bon, tant qu'on y est aussi, il y a quand même pas mal En début d'année, on a beaucoup de nouveaux cours. Ils sont malheureusement, le dépliant, je pense, n'est pas encore disponible, mais il sera tardé. Et on a quand même des nouveaux cours en français et en espagnol. Et donc, ça commence les jeudis à compter du 11 janvier, donc la semaine prochaine. Et donc, c'est les mêmes soirs en français et en espagnol. Mais dans 2 salles différentes. Ça va aider un petit peu. Et c'est les 11, 18 et 25 janvier. Et ensuite, en février, du 1er au 22 février. Donc, c'est une session de 7 soirs consécutifs en français et en espagnol. Je vous invite à ceux qui n'ont pas suivi le cours de méditation. Ça, c'est un nouveau cours qu'on développe qui se fait sur 7 semaines plutôt que 4, mais qui couvre un peu l'ensemble de ce qu'on avait avant, qui s'appelait le cours de méditation ou le cours d'introduction et le cours de Raja Yoga. Donc, ça
présente la méditation et très rapidement des éléments philosophiques un petit peu qui viennent ajouter à la méditation. En anglais, ce sera les vendredis à compter du 26 janvier, donc des cours de méditation aussi, ceux qui préfèrent en anglais ou qui ont des collègues anglophones. Et pour les hispanophones, eh bien, une conférence le 8 janvier. On a commencé à faire des conférences de plus en plus régulièrement en espagnol aussi. Alors, très bonne occasion de suivre vos cours d'espagnol en spiritualité. Moi, je viens de faire le mien tout à l'heure. J'ai repris mes résolutions aussi. Je reprends des cours d'espagnol tous les jours, 5 minutes, avec des petits logiciels sympathiques. J'ai refait mes cours depuis quelques jours. Voilà, je pense que c'est pour les conférences, les programmes, les méditations. Début d'année, on a des bonnes pensées en général pour tout le monde. Alors, tous mes vœux de bonne année à toutes et à chacun. Très sincère, vraiment. Je sais que l'année, on se fait bombarder de toutes sortes de choses. Et au début, on est très enthousiaste en janvier, mais il y a 12 mois qu'il faut traverser. Et c'est pas pour rien que probablement que le 1er janvier 2019, on se dira bye bye 2018. On oublie tout ça et on recommence. Alors, on sait que l'année aura des tests, aura des épreuves. C'est une course à obstacles, mais il y a plein de bonnes idées qui peuvent nous aider énormément. Et ce soir, je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui sont en ligne et qui ont le courage des fois d'écouter parce que c'est pas facile. Peut-être certains nous écoutent en ce moment avec un bébé qui hurle, avec la vaisselle à faire, avec des distractions, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent maintenant en ligne, beaucoup les réécoutent ensuite sur YouTube. Et on essaye tous les mercredis de vous donner aussi des éléments concrets de qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer certains aspects de notre vie, de notre quotidien. En guise d'introduction, je dirais que le but est toujours le même. Pour moi, c'est vraiment la notion d'une culture du bonheur. Et la méditation, la spiritualité, c'est purement et simplement un jardin qu'on cultive. Certains aiment faire pousser des concombres, des tomates, des céleri, c'est très bien, ça c'est très nutritif. Nous ici, on a nos jardins à nous dans lesquels on fait pousser du bonheur, on fait pousser de l'amour, on fait pousser de la paix. Et ce qui m'amène à vous poser une question, avez-vous appris à aimer? Est-ce que vous avez suivi des cours sur comment aimer? Est-ce qu'il y en a qui ont pris des cours à l'université? Non? Non? Pas de cours? Hein? Ce serait utile ou c'est naturel? Est-ce qu'on a besoin d'apprendre à aimer, selon vous? On a besoin de toute la vie pour apprendre. On a besoin de toute la vie pour... C'est une longue leçon. Combien dure un doctorat en amour? Toute une vie? C'est vrai. Je suis sûr que si je vous proposais de vraiment réfléchir sur vos dernières décennies et d'imaginer un peu, OK, alors quelles ont été vos leçons d'amour? Seriez-vous capable d'identifier des moments dans votre vie où vous vous êtes dit, je pense que je viens d'apprendre à aimer différemment? C'est assez fluide, hein, tout ça. Comment est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend vraiment à aimer? Est-ce qu'on apprend à bien aimer ou est-ce qu'on apprend aussi à mal aimer? Les films nous enseignent beaucoup des amours que je suis pas certain que je recommanderais. On nous impose, on nous invite à aimer de façon très matérialiste certaines idées, certains concepts, certains vêtements. On nous fait aimer des choses. On nous manipule beaucoup. On sait que je travaille dans le monde des médias, on est des experts en manipulation psychologique, mentale, émotive, relationnelle et autres. Comment est-ce qu'on apprend à aimer? Et en voulant parler un petit peu des visages cachés de l'amour, on sait que le thème de l'amour est un thème éternel, universel, sur lequel on revient régulièrement. Et je pense qu'il y a toujours beaucoup à apprendre sur l'amour, mais surtout sur comment est-ce qu'on aime et est-ce qu'on est conscient de l'intérêt qu'on aurait à aimer mieux et davantage. Est-ce qu'on pourrait quantifier notre amour envers les autres? Et j'ai hésité ce soir pratiquement à vous proposer de faire vraiment presque un atelier avec papier-crayon, mais c'est pas trop mon genre, mais je me suis dit, je devrais peut-être vous proposer un soir là, de vraiment sortir papier-crayon, faire un exercice très concret. Mais je me suis dit que peut-être vous êtes tous très forts mentalement, puis vous avez trop froid pour bouger et sortir les mains des mitaines.
Mais ce qui me venait à l'esprit, c'est que qui nous enseigne à mieux aimer? Et dans l'histoire, j'ai l'impression que, par exemple, pour moi, un des plus grands professeurs d'amour, ça a été Jésus. J'ai été élevé dans le catholicisme et moi j'ai adoré les histoires, toujours trouvé très très touchant ces histoires. C'est pas un Jésus et Juliette, hein, on mélange pas les. Il y a Roméo et Juliette, ça c'est une histoire d'amour. Puis il y a une autre histoire d'amour qui s'appelle Jésus. Puis c'est pas fait connaître vraiment pour une histoire d'amour avec une autre personne dont il serait tombé amoureux. Puis on dirait quelle belle histoire d'amour. Lui, étrangement, il a aimé un peu les indésirables. Et son histoire d'amour est avec ceux qui étaient surtout rejetés, si je me trompe, hein, j'ai appris cette histoire. Mais ce qui nous touche, c'est ce genre d'amour qu'il a manifesté et qui a fait de son message, en fait, le message principal, on le dit souvent du christianisme, c'est un message d'amour, hein, de vouloir aimer les uns les autres, de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, etc. Il y a plein de belles leçons dans la religion chrétienne. Et son histoire d'amour, pour moi, a toujours été très touchante. J'aime les films de Jésus à Pâques. J'adore regarder ça. Il m'attire comme personnage dans cette qualité d'amour. Ce qu'on a fait après de tout ça, mais ça, c'est vraiment autre chose. Mais le message d'origine est, je pense, magnifique. Et je pense qu'il nous interpelle tous parce qu'on est tous extrêmement sensibles sur la question de l'amour. Je sais qu'il y en a qui, moi c'est mon cas, souvent des liens affectifs entre un père et un fils. Moi c'est systématique, je regarde un film, tout va bien, tout à coup il y a un père qui est là avec son fils, alors là je suis comme démembré, là, ça vient me chercher très très profondément. Pourquoi j'ai demandé à plusieurs psys, mais coûte trop cher, alors j'ai arrêté. Mais je sais que il y a une facette de cet amour-là qui vient me chercher beaucoup, beaucoup. D'autres, c'est autre chose. Il y a des facettes d'amour qui vont les toucher très, très, très profondément. Et à moins que je me trompe, il y a beaucoup de gens qui pourraient identifier comme ça un type d'amour face auquel ils sont vraiment très sensibles. Et ça vient nous chercher parce qu'on a un besoin d'amour. Moi, je pense qu'il y a un besoin d'amour dans chaque individu. Et on vit pour l'amour, on cherche l'amour. Et sans amour, on devient un peu des poudres sèches, tu sais, qui cherchent désespérément le liquide qui va leur redonner cette contenance d'amour. Et ces grandes histoires d'amour qu'on a connues dans le monde, que ce soit dans les religions, dans les films, souvent sont des histoires qui nous ont inspirés, qui sont venues nous toucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a soif de cet amour. Aujourd'hui, plusieurs leaders du monde se menacent à coups de bombes nucléaires. Moi, je me dis, nos menaces spirituelles, si on veut être un leader spirituel, c'est de menacer de déclencher des bombes d'amour. Et les vrais leaders spirituels, ce qu'on aime d'eux, c'est quand ils nous offrent des clés vers un plus grand amour. Et la meilleure réponse à la violence, à la haine, à l'agitation, à toute forme de déstabilisation, c'est l'amour. Les plus grands messages sont des messages d'amour. Alors, c'est vraiment un thème qu'on pourrait détailler énormément et qu'on sait l'importance de l'amour. Mais des fois, je pense qu'on sous-évalue la place que l'amour prend dans notre vie personnelle. Et c'est là où j'allais proposer de faire un exercice du genre, et vous pouvez l'imaginer, si vous deviez faire une liste de 5 personnes dans vos vies que vous aimez vraiment beaucoup, différemment. Donc, imaginez 5 personnes dans votre vie, proches évidemment, que vous aimez. Puis c'est juste très rapidement même si c'est juste 3 ou 4, mais de voir quelques personnes qui comptent vraiment pour vous dans votre vie maintenant. Et c'est juste de savourer un peu la différence qu'il y a quand vous pensez à ces gens-là, en vous disant, tiens, j'aime bien, lui, j'aime bien. Puis de voir déjà très rapidement que si vous pensez à votre grand-mère, à vos enfants, à un conjoint, conjointe, on sait tout de suite qu'on véhicule dans des amours un peu différents, non? L'amour, c'est l'amour, mais l'amour pour la grand-mère, l'amour pour l'épouse, l'amour pour un enfant, ça prend pas la même forme. Est-ce que je me trompe? Puis ils sont tous magnifiques. Toutes ces formes d'amour sont magnifiques. Juste prenez le temps de faire une liste de 5 personnes que vous aimez vraiment, parce qu'on va revenir sur ces 5 personnes. Elles ont un rôle à jouer ce soir.
Alors, faites-les venir sur votre scène de théâtre. Puis on dit, OK, désolé, je vous avais pas prévenu, là, mais c'est un peu comme les émissions de télé du 31. Ils invitent des comédiens, puis ils sont des prisonniers dans un studio, puis on va les surprendre. Alors, invitez vos 5 personnages surprises, puis on va les surprendre ce soir. Et également, vous allez inviter 5 autres personnes qui sont, vous me voyez venir, 5 personnes que vraiment vous pourriez pas dire que vous les aimez vraiment. Mais vous êtes pogné avec, comme on dit en bon québécois, qu'elles font partie de votre vie. Vous pouvez pas juste les éliminer. 5 personnes qui sont dans votre vie, malgré tout, elles sont là. Puis c'est vrai que vous les détestez, c'est pas des gens qu'on déteste, mais elles sont comme, c'est des petits problèmes. C'est des gens avec qui vous pouvez pas dire vraiment que c'est le grand amour. Mais ils sont là. C'est pas des collègues de travail, patrons ou des gens qui travaillent pour vous, collègues de travail, membres de famille, des amis. Ils sont là où ils étaient. Tu peux essaye de prendre ceux qui tiennent encore la run, là, comme on dit, qui sont encore là. C'est bien parce qu'ils vont avoir un rôle à jouer ce soir. Si ils sont tous partis, ben, tu peux penser à ceux qu'on a éliminés, mais il y en a sûrement qui sont encore là quotidiennement. Et c'est juste de voir. Alors, imaginez que vous avez créé une scène, puis d'un côté, ben, c'est 2 équipes qui vont s'affronter. En fait, il y a les bons et les méchants. Ceux qu'on aime, puis ceux qu'on n'aime pas vraiment. Et mon argument ce soir serait de vous dire que vous venez de faire ressortir 10 professeurs d'amour. Et ce sont 10 personnes qui ont une leçon à vous enseigner sur l'amour. Mais il faut passer les 10 leçons. Et être bien éduqué en amour, selon moi, veut dire accepter de passer à travers ces 10 leçons. Et chaque individu, à sa façon, a une leçon à nous enseigner sur l'amour. Et probablement que les 5 qui sont du côté je t'aime pas vraiment, probablement que ce sont les meilleurs professeurs de l'amour. Ceux qu'on n'aime pas nous font voir beaucoup mieux les visages cachés de l'amour que ceux qu'on aime. Ceux qu'on aime, on fait aucun effort, c'est naturel, on les aime. Et en fait, eux, souvent, ont tendance à pouvoir nous enseigner, oui, qu'est-ce qui fait qu'on aime, mais ils peuvent nous enseigner aussi qu'est-ce qui fait que l'amour peut dérailler assez rapidement. L'amour est un terrain glissant. Il y en a qui parlent souvent de une relation amour-haine. Ils disent qu'il y a des relations qui sont comme ça. On les aime, mais on les déteste aussi. Puis lundi, mercredi, samedi, on les aime. Jeudi, whatever, dimanche, on les aime moins. Il y en a avec qui on a le yo-yo de l'amour et de la haine. Ça existe aussi. Alors, imaginez ces 10 personnes, les 5 personnes que vous aimez vraiment, si vous prenez le temps de les faire défiler devant vous, puis d'essayer de sentir qu'est-ce qui manifeste cet amour, qu'est-ce qui déclenche cet amour, pourquoi vous aimez cette personne. Et ça vaut, et on va le faire tout à l'heure en méditation, on reviendra avec ces 10 personnages en méditation. Et mon argument, c'est que chacune de ces 5 personnes a une facette de l'amour qu'on n'a pas souvent nommée. On ne sait pas en fait pourquoi on les aime. On les aime. On peut dire oui, j'aime bien, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on aime cette personne? Vous savez, on a combien de grands-mères? On a 2, non? Techniquement, on a 2 grands-mères. Est-ce qu'on aime les grands-mères de la même façon? Probablement pas. C'est deux personnes différentes. Elles sont toutes les 2 dans le même rôle. On a 2 grands-mères, mais c'est pas la même relation nécessairement avec les 2. Donc c'est intéressant des fois de juste prendre le temps de savourer. C'est comme si on mangeait une crème glacée puis on oublie de savoir c'est quoi la saveur. Puis à un moment donné, si on dit regarde, savoure la mangue. Prends le temps de savourer et de te dire j'aime la mangue. C'est un peu pareil avec les relations. Des fois, c'est important de juste nommer ce qu'on aime dans la relation. Et l'argument que je vous proposerai ce soir, c'est que dans l'amour, il y a les amours auxquels on aspire, bien sûr, qui sont des amours théoriques, qu'on appelle l'amour inconditionnel.
l'amour pur, l'amour qu'on va même appeler je sais pas si c'est très bon comme terme français, mais on dit souvent inaltéré. Un amour inaltéré, c'est en anglais unadulterated. Il y a dans le mot anglais un peu la notion d'adultère, tu sais, qu'il n'y a pas de... c'est un amour inaltéré, c'est on ne l'a pas trompé. Mais c'est pas seulement trompé dans le sens technique du terme en relation conjugale, hein, mais inaltéré, c'est-à-dire c'est un amour qu'on va pas compromettre d'une façon ou d'une autre. Alors, un amour inaltéré, un amour inconditionnel, un amour altruiste, un amour pur, un amour vrai. Faites la liste. Il y a ce type d'amour, puis souvent les gens vont le mettre comme dans la catégorie bon à avoir. Ce serait pas mal, là, ce serait un atout. Et mon argument ce soir serait de vous demander combien de ce que vous ressentez comme amour dans votre vie appartient à cette catégorie-là. Combien est-ce qu'on a en nous une capacité d'aimer qui peut être qualifiée d'amour pur, inaltéré, altruiste, inconditionnel, etc. Si je me trompe, c'est pas... Il y a vite quelque chose qui va faire que on hésiterait à utiliser ce terme-là. Et ce qui va faire qu'on hésite à utiliser ces termes-là, c'est que, selon moi, l'amour peut être altéré, impur, égoïste, etc., parce qu'il est en contact avec des microbes, des bactéries et des virus. Donc, c'est assez médical comme concept. Et donc, on a tous un petit problème, surtout l'hiver, on connaît ça. Ben, il y a des microbes, il y a des bactéries et il y a des virus. Ces trois, je connais pas trop... je ne m'aventurerai pas dans l'explication biologique de tout ça, mais c'est pas tout à fait pareil. Un microbe, une bactérie, un virus, c'est pas la même chose. C'est certainement trois composantes qu'on ne veut pas avoir trop, même s'il y a des bactéries qui sont bonnes, je pense, mais on veut faire attention à ces petites bibites-là. Quand tu vas à l'hôpital, tu veux ni microbe, ni bactéries, ni virus, quel qu'il soit. Tu mets des gants, des masques, puis du liquide désinfectant. C'est quoi ces microbes, bactéries et virus? Alors, dans l'amour, je proposerais qu'il y a trois familles, selon moi, de contaminants. Trois types qui vont venir contaminer l'amour. Les premiers, les microbes, c'est qu'ils ne sont pas si méchants que ça. Puis vous allez voir qu'ils sont même... vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. L'amour, il y a un petit problème, c'est que des fois, il y a des attirances. Vous allez me dire, ben, c'est normal, c'est beau. Oui, OK. C'est un microbe. L'attirance, on est vraiment attiré. Une autre qui va être une espèce d'influencé. Puis des fois, on voit que l'influence peut aller assez loin pour en perdre sa propre estime de soi. C'est vers là que je m'en vais. Donc, on peut être attiré au point où on va perdre un certain jugement, un certain équilibre mental, selon la force de cette attirance. Donc, il y a l'attirance, il y a l'influence, il y a l'influence sur plusieurs niveaux aussi, l'influence sur ma personnalité, sur mes goûts, mes idées. Des fois, parce qu'on aime quelqu'un, ou du moins on pense que c'est ça l'amour, on se met à changer nos idées, sans se rendre compte qu'on a été contaminé, en fait, par l'amour. Et c'est pas si mauvais. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt le microbe. C'est correct. On peut gérer des microbes. Il faut d'ailleurs en consommer des microbes, apparemment, si on veut que notre système immunitaire soit fort. Il faut être conscient qu'il y a une limite à la dose de microbes. Et le problème du microbe, c'est qu'il peut se multiplier, puis il peut avoir l'influence, l'attirance, peut devenir une forme de soumission, par exemple. Une forme de dominance. Sans s'en rendre compte, on se fait dominer par l'autre qu'on pensait aimer. Mais tout à coup, ça se fait au détriment de une forme de liberté aussi. Voyez? Donc, ça, c'est une petite famille de microbes. Pas trop grave. Après, ça va se corser quand on tombe dans les bactéries. Et les bactéries, pour moi, c'est une famille qui est plus de l'ordre de les attentes qu'on a par rapport à quelqu'un, ce qu'on cherche dans l'autre, ce qu'on veut, nos aspirations, c'est-à-dire on aime parce qu'en fait, on prend quelque chose de l'autre.
Et il y a ces expectatives. Ça devient des relations très conditionnelles. On attend de l'autre quelque chose. On a beau avoir signé un contrat de mariage, j'en ai pas lu depuis longtemps. Je sais plus s'ils sont pareils comme dans les films ou comme avant, là, mais c'est pas mal détaillé, hein, le contrat aussi. On partage des biens, on fait une entente. Puis on attend de l'autre certaines obligations. Il y a des obligations de mariage. L'amour devient un peu comme ça des fois. Il y a des, on met des conditions. Et mais surtout, on parle après de l'autre moitié. On pense que l'autre personne, l'amour, va me compléter à quelque part. Et ça devient une dépendance. Donc, il y a une dépendance affective. Ça, on n'est plus dans l'ordre du microbe, on est dans l'ordre de vraiment la bactérie. Là, ça commence à... Il y a des bactéries mangeuses de chair, c'est ça? C'est pas des bonnes bactéries, ça. Tu veux pas cette bactérie dans ta soupe, là, c'est sûr. Alors, spirituellement parlant, des bactéries mangeuses d'émotions, ben, c'est là où l'amour, tout à coup, vire au vinaigre. Et dans ça, on va avoir ce qu'on appelle la jalousie, l'attachement, la possessivité, c'est un amour qui devient possessif. Tout ça, c'est les bactéries qui sont rentrées dans la relation. Et donc, on le sent, parce qu'on devient possessif, jaloux, très attaché. Puis vous allez me dire encore des fois, mais c'est normal. Je dis, oui, c'est normal. C'est juste, vous allez atterrir à l'hôpital, puis ça va être normal. Parce que vous êtes malade. Et puis un jour, vous allez dire, c'est la maladie d'amour. Puis vous allez dire, oui, c'est ça. C'est les effets, les espèces d'effets dommages collatéraux de l'amour. Et alors, pour vous achever ce soir, ben, je vous présente les virus. Tant qu'à y être. La totale. Alors, les virus, ça, ils sont vraiment ce qu'on appelle nasty. Ils sont vraiment, nasty. Ils sont vraiment vicieux. Eux, là, ils ont trouvé la façon de détruire ça. Mais ils sont pernicieux aussi en même temps. Et ça s'appelle, alors, toute cette famille-là, c'est le jugement. Ça se termine, on finit par juger l'autre, critiquer l'autre, blâmer l'autre, reprocher à l'autre. C'est toute une famille de comportements ou d'attitudes comportementales qui viennent souvent avec la familiarité. Parce que on aime quelqu'un, bizarrement, on se met à avoir des comportements qu'on n'aurait pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, je suis toujours choqué de voir, des fois dans les parcs, des parents, puis je sais que si j'étais parent, probablement j'aurais fait toutes ces erreurs-là, c'est sûr. Mais des fois, je vois des parents parler à leurs enfants, puis je me dis, mon Dieu, mais quand t'as pas d'enfant, puis que t'es plus dans ce milieu-là depuis, ou tu l'as jamais été d'ailleurs, pour moi, ça choque de voir des fois des parents, mais hurler sur un enfant, puis je me dis, mon Dieu, si quelqu'un, moi, me parlait comme ça, là, écoute, surtout aujourd'hui, là, je porte une plainte d'agression psychologique, une demande de procès sur la place publique, là. Mais parce que c'est mon enfant, étrangement, apparemment, dans les contrats de parents-enfants, on a le droit de dire des choses dures, tu sais, vraiment dures, avec colère, puis menace. Puis des fois, j'entendais, pauvre petit pitou, il veut juste aller jouer dans le parc avec la glissade et tout. Et il s'est tapé une espèce de sermon. Puis moi, j'entendais ça, je me disais, mon Dieu, mais aïe. J'avais pas de dépliant sur moi, mais je voulais donner un dépliant. Viens méditer, ça va faire du bien. Puis les gens vont dire, mais c'est normal, tu sais, c'est les enfants, ils nous tapent sur le système, c'est normal que je suis pas sûr, puis on va dire, je l'aime mon enfant. Puis les parents vont dire, des fois, moi, on me l'a dit, flac, tu sais, c'est parce que je t'aime que je t'ai frappé. Ah, ok, je suis pas sûr que, Jésus, as-tu dit ça, lui? Alors, voyez où est-ce qu'on s'en va? Mais sous le nom de l'intimité, de la familiarité, bizarrement, ça devient jugement, reproche. Hein, t'as encore fait ça. Je t'avais dit de pas le faire. Ok, on se parle comme ça devient des guerres, tu sais, alors qu'on s'aime. Mais ça devient une guerre. Puis après, on va se dire plein de beaux mots, là, rendus à minuit le soir. On ressort les fleurs, puis c'est la crème fraîche, puis tout ça, là, ça marche. Mais non, on a dit des choses dures, hein, avant. Et ça vient de quoi? Ça vient d'un gros virus cette famille, là, les jugements, les reproches, le blâme, la culpabilisation, c'est très fort, ces trucs-là. Et il y a, j'avais proposé il y a longtemps, puis c'est vraiment une formule que j'adore, moi, mais anglophone, là, qui marche comme ça, ce sont les 3 C qui sont les
Les C-vis, c'est vraiment les C à problème. Ça s'appelle compare, compete, complain. Se comparer. En fait, l'ordre, c'est vraiment se comparer, compare, complain, compete. Donc, tu te compares, tu reproches, puis tu es en compétition après. Et ça, c'est quand on est en compétition avec d'autres dans l'amour, là, on sait qu'on est vraiment... En général, on n'est pas loin du divorce. Là, ça devient... C'est une compétition pour les enfants, la voiture, le machin, le truc, le rôle, le jeu, le moi. C'est pas... On est mal parti, là. Ça va, je vous déprime pas trop. Non, il y a des solutions. Hein. Il reste encore 10 minutes là. Il y a des solutions. Par contre, le compare, compete, complain, ça, il est vraiment, on dirait en fait, c'est les 3 indicateurs à identifier dans les relations. Se comparer, se blâmer l'autre, puis être en compétition. Et on dit, puis je sais que je vous lance plein de choses comme ça, mais on va toutes les rattacher tout à l'heure. Compare, compete, complain, ça c'est les 3 mauvais C, les 3 bons C, pour régler ça, là, c'est connect, collect, correct. Donc c'est faire une connexion, bien se brancher sur des valeurs profondes, personnelles, brancher sur la source, Dieu, le divin, le sacré, le bon, se brancher d'abord. Il faut se recentrer, se brancher. Collect, donc connect. Après, c'est collect, recharger, c'est-à-dire collecter ou recueillir ou cultiver ou cueillir, accumuler des moments de paix, de bonheur, d'amour. Et ensuite, et seulement ensuite, correct. Donc là, on peut apporter une correction. On peut changer les choses. Mais si on essaye de faire corriger sans avoir fait connecter et recueillir, la correction, elle est vraiment elle est dure. Là. C'est le marteau et le tournevis un peu avec force. C'est mieux d'y passer par connect, collect. Donc, chaque virus, bactérie, microbe a une solution. Et la notion qu'on développe en méditation, et c'est là où ça devient important, c'est une première chose de repenser maintenant à vos 10 personnages. Là, vous allez voir combien de chacun de ces personnages est couvert de bactéries, de virus ou de microbes, et combien, en fait, la relation a été un peu gâchée parfois à cause de ça. Alors, si on pouvait enlever de la relation, surtout les virus, c'est-à-dire le blâme, le reproche, le jugement, c'est ça qui est dur, parce que souvent on dit, oui, mais il ou elle a fait une erreur. D'accord, and what? Ok, elle a fait une erreur. Mais est-ce que, en pointant du doigt constamment, qu'est-ce que je fais? Je déclenche du venin, je déclenche de la haine, je déclenche un non-amour. Et ça, malheureusement, c'est toxique pour moi. Alors, une personne a fait une erreur, ça ne veut pas dire que je dois la haïr. Je peux juste reconnaître, ok, c'était une erreur, mais je l'aime et je veux manifester de l'amour. Je fais comment? Mais si je manifeste le blâme, le reproche, le jugement, malheureusement, même si j'ai raison, je suis en train de démolir une capacité de générer une énergie aimante, qui n'est pas l'amour, la grande lettre de déclaration d'amour, puis on s'embrasse, puis on va prendre des cafés à tous les demi-heures ensemble. C'est pas cette forme d'amour. C'est une forme d'amour spirituel, un amour qui va plus s'aligner vers un amour inaltéré, pur, vrai, spirituel, authentique, healing, qui guérit, un amour réparateur, un amour qui pardonne, un amour qui aide l'autre à ne pas refaire la même erreur, un amour qui guide, un amour qui me libère, un amour qui me fait du bien, un amour qui m'empêche de souffrir de l'erreur de l'autre, etc., etc. C'est les bienfaits de l'amour, ça prend des grandes bouteilles, parce qu'il faut tellement écrire de choses là-dessus, que même pour une goutte, les bénéfices et les bienfaits sont très, très, très longs. Alors, c'est ça l'amour. Mais le jugement, le reproche, le blâme, l'accusation, c'est anti-amour. C'est ça le problème. C'est des virus qui empêchent d'aimer. Donc ça, on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Il faudra les enlever, ça, à un moment donné. Et pareil pour donc les bactéries.
toute cette notion de jalousie, d'attachement, de possessivité, ces amours un peu d'attente, c'est ce que j'attends de l'autre, c'est-à-dire de besoin de... J'appelle ça malheureusement, c'est des amours sensus, hein. C'est des amours, faut se l'avouer, on se branche sur l'autre, puis au lieu de se connecter ailleurs, on se branche sur un autre, puis on dit, ben moi j'attends ça. Puis c'est normal, ça je le conçois. Les êtres humains sont faits pour s'aimer. Je nie pas ça du tout. Mais est-il possible d'aimer sans en faire une dépendance telle que le moindrement qu'il se passe quelque chose, ben la jalousie surgisse, ou j'ai fait un reportage qui va être diffusé bientôt d'ailleurs, à Second Regard, moment publicitaire, une petite pause publicitaire, et c'est sur... ça me vient juste de parce que quand je dis possessif, vous allez voir pourquoi. Dans le reportage qu'on fait, je pense que je vous en ai parlé, je voulais l'appeler les Dames en rose. C'est deux femmes, 80-85 ans, qui vont se retrouver finalement dans un triporteur avec une jeune fille pétillante, qui donc participe à un programme d'aide où les jeunes vont à la rencontre des personnes âgées, puis on veut créer des ponts intergénérationnels. Et l'idée, c'est des jeunes amènent des personnes âgées en vélo, puis on jase, puis on parle, puis les jeunes sont formés pour déclencher. Dans toute cette discussion que j'ai captée à la caméra, qui est absolument du bonbon, écoute, pour moi, c'est une des grandes leçons d'amour, une belle leçon de vie. Tout le thème, c'était vraiment les relations, l'amour, puis juste pour donner des petits previews, la jeune fille, à un moment donné, a dit à cette dame, mais vous, votre mari, vous avez jamais envie de le quitter? Elle posait vraiment des questions très directes sur les relations. La femme disait qu'elle a été mariée 65 ans, puis que... Alors, c'est une autre génération, bien sûr. Les dames disent, elle dit, oui, vous savez, le petit mari, le petit monsieur, elle parle comme ça, elle dit, le petit monsieur, des fois, il attend d'être marié avant de le faire sortir, son défaut, hein, tu sais. Puis je demande à l'autre, vous êtes d'accord? Elle dit, très d'accord, oui, oui, oui. Et puis, elle décrit une scène, on est dans un domaine où les personnes sont dans des résidences pour personnes âgées, il y a de l'aquaforme, et puis elle dit, j'étais à l'aquaforme l'autre jour, puis là, on était là, puis tout à coup, il y a un monsieur qui passe dans la fenêtre, il fait un petit tata à la femme d'à côté. Puis nous, on sourit, puis on a fait le tata. La femme s'est retournée, elle a dit, c'est à moi, ça! En disant, c'est mon mari, tu sais, touche-y pas. Puis elle a dit, qu'est-ce qu'elle pense, qu'on allait lui prendre son mari? J'ai 85 ans! C'était très drôle de voir, tu sais, la possessivité, c'est à moi, ça, c'est le mien, tu le touches pas. Mais c'est ça, hein, qui fait partie maintenant les ingrédients de l'amour. Il y a beaucoup de toutes sortes d'ingrédients comme ça. Mais alors toute cette notion de bactéries avec ses attirances, ses accoutumants, cette possessivité où l'amour devient, ça perd de sa pureté, ça perd de son petit côté sacré aussi, parce qu'on en a fait le mien, mon, ma mère, etc. Et après, c'est là où combien de relations sont brisées à cause de ça. Combien de relations est-ce que la jalousie a brisé? Puis pourtant, des fois, c'est même pas fondé. Mais on alimente ça. Je veux dire, il n'y a pas de série américaine, si je me trompe, qui fonctionnerait sans ce genre d'ingrédients. Non, tout fonctionne là-dessus. On se trompe. Puis nous, comme téléspectateurs, on est témoins de ça. Puis c'est ça qui fait les intrigues toutes les grandes intrigues de vieux films d'Égyptiens et autres, c'est ils l'empoisonnent, ils se trompent, les amours secrets, en tout cas c'est... En même temps, on aime ça. Ça, notre problème, c'est que on en consomme. On met ça à l'écran, on paye pour, puis on dit, c'était-tu un bon film? Pas sûr, moi, c'était de l'adultère, ils sont tous entretués, il y a eu 28 morts dans le film. Puis tu sais, ils nous ont fait une petite fin Hollywood pour qu'on sente mieux, mais vraiment, c'était pas beau, là. Mais on a aimé ça, c'était un très très bon film. Mais bon, on a quand même nos Roméo et Juliette aussi qui viennent nous ramener un peu tout ça à l'ordre. Alors, que ce soit les bactéries, les microbes, les virus, ce qu'on voit, c'est que l'amour, en fait, il n'est pas facile à maintenir. Et c'est là où je vous inviterai à reprendre vos 5 personnages que vous aimez pas tellement, puis de se dire, en fait, à quoi on aspire. Et moi, mon approche, puisque je pense, enfin, ce que je développe beaucoup, ce sur quoi je travaille, c'est de me dire que les 5 personnes qui sont pas celles que j'aime naturellement, ce sont elles qui vont me permettre
de vraiment remettre la qualité de mon amour à jour dans une base qui est plus saine. Parce que les 5 autres, à 80% en général, c'est très bon, je veux dire, c'est bien d'aimer, puis c'est normal d'aimer. Et ils nous enseignent pas grand-chose parce que ça fonctionne bien. Et les autres, par contre, on pourrait argumenter de dire, mais pourquoi je devrais aimer ces gens-là? Les gens nous disent souvent ça, mais j'ai pas besoin d'aimer tout le monde quand même. J'ai pas besoin d'aimer tous mes collègues de travail autant que j'aime mon conjoint ou ma conjointe. Tout à fait vrai, c'est vrai. Mais on parle pas du même amour. Et c'est pour ça que je vous proposais au début de sentir la différence de l'amour qu'on ressent pour chaque individu. Mais à la base, si on y pense bien, si vous pensez à ces 5 individus que vous aimez pas vraiment, essayez d'imaginer à quoi ressemblerait un amour raisonnable, pas plus spirituel, un amour de sage, entre guillemets, un peu plus, un amour peut-être plus près des histoires de Jésus que des histoires de téléséries américaines. À quoi ressemblerait cet amour professionnel, technique, relationnel, fonctionnel, utile et sain pour vous? À quoi il ressemblerait? Et souvent, on lui a jamais donné la chance de se manifester. Et c'est là où je trouve qu'il y a des visages cachés de l'amour. Parce que ces gens-là qu'on n'aime pas vraiment, si on était capable de les aimer, ben ça révélerait une capacité d'aimer qu'on n'a pas encore vraiment révélée, parce que sinon, on les aimerait. Et parce qu'on n'a pas cette capacité d'aimer, la preuve étant ces 5 individus, la preuve qu'on n'a pas cette capacité d'aimer, ben c'est que ces 5 individus, on les a identifiés. On manque la force qui vient avec la capacité d'aimer. Quand on aime les gens qu'on n'aime pas, bon, on acquiert une force spirituelle, on acquiert une capacité à ne pas juger, à ne pas blâmer, à ne pas être influencé, à ne pas être possédé, à ne pas être jaloux, etc. C'est une force, tout ça. Et de maintenir cette force dans toutes circonstances, c'est ça que on dirait, ça revient en fait à aimer tout le monde. Pas de la même façon, mais de faire que l'amour est dans toutes les relations. Que ce soit la personne au guichet, je me suis acheté un pantalon que j'étais très fier de moi, j'ai acheté ça en 10 minutes, et puis je vais sur l'heure du lunch comme ça, pendant il vieillit, donc je dis ok, j'en ai acheté, puis dans un magasin, je rentre, puis très fier de moi, j'ai d'ailleurs, comment je peux dire, je me suis vanté à une autre copine après de dire, moi j'achète des pantalons en 10 minutes, et tout à l'heure, en vitesse, bon, parce que mécaniquement, j'enlève les étiquettes. Puis juste quand je mets le pantalon dans mon placard, je dis, voyons, il m'a donné le mauvais. Parce que j'avais le choix en différentes couleurs. Puis j'avais dit, non, je veux pas celui-là, je veux celui-là. Et puis finalement, juste après, je me rends compte, il n'y a pas mis de bon. Et le garçon qui m'a vendu le pantalon ne ratait pas de me dire, je suis tout nouveau ici, c'est la première fois, c'est ma première journée, etc. Et mon premier réflexe a été de dire dans ma tête, oui, petit nouveau, mais oui, mais là, tu sais, blâme, reproche, t'as mis le mauvais pantalon dans le sac. Et tout de suite après, j'ai souri en me disant, ok, c'est quoi le thème ce soir déjà? Je dis, d'accord, je viens de voir parce qu'on se fait, tester. La vie est un test constant. Et j'ai pas été loin, je n'en veux vraiment pas. Je m'en faisais plutôt mon erreur. Je me disais, écoute, Eric, t'as qu'à vérifier ce qu'il a mis dans le sac. Mais vu que ma priorité, c'était acheter un pantalon, là, ça prend 10 minutes, pas plus. J'en ai acheté 2. Et, non, voilà, t'arrêtes. Si t'avais été un peu plus dans le moment, puis plus lent, peut-être t'aurais vu qu'il avait mis la mauvaise couleur dans le sac. Résultat, je m'en plains pas, je vais l'acheter le 3e demain. Parce que l'autre, je l'ai. Mais ils sont tous en spéciaux, puis pas chers, donc je fais attention à mes sous. Mais tout ça pour dire que l'attention que j'ai eue tout de suite, c'était de me dire, j'ai juste un petit embranchement, je pourrais aller dans, t'es un petit nul, franchement, premier jour, c'est pas brillant, là, d'après moi, tu ferais mieux de pas en voir un deuxième jour, parce que si tu traites tous les clients, tu peux aller là-dedans, là. Ou mettre un frein tout de suite, puis te dire, écoute, je t'envoie des bons souhaits, puis j'espère que tu vas t'améliorer, parce que si tu fais ça à chaque fois, ça va pas marcher. Mais je t'envoie vraiment mes bons souhaits, puis en fait, tout de suite générer
je vais pas sortir avec, là, je vais pas l'inviter à souper demain soir, mais avoir des bons souhaits, quoi, juste de... Tu sais, c'est ça, mais ça s'appelle encore de l'amour. C'est d'avoir une bonne réaction, puis si j'y vais demain, ben, je vais pas lui dire, ben là, tu sais, il y en a qui iraient comme ça le lendemain avec beaucoup, juste pour un pantalon. Ils iraient avec une charge émotive très intense, tu sais, puis ils blâmeraient l'autre, puis non. Ouais, c'est-à-dire, pas nécessaire. Alors, dans ce sens-là, toutes les relations qu'on a peuvent contenir une dose d'amour, différente évidemment. Et le but, c'est de se dire que si on arrive à travailler ça, on est les premiers gagnants de tout ça. Parce que, le monde fonctionnerait beaucoup mieux si on était des générateurs d'amour. 2, ça va rien me donner d'aller dans l'inverse. Puis pire que ça, c'est que si je donne à des petites situations comme ça une chance de développer un caractère de non-amour, ben c'est une accoutumance, ça va se répéter. Puis si j'applique ça à un vendeur de pantalons, je vais l'appliquer après à quelqu'un d'autre, puis ça va devenir mon trait de personnalité. Donc c'est au contraire ces petites situations qui m'apprennent peut-être plus à développer et à pratiquer, pour que dans les grosses situations, ben, j'ai eu un peu de pratique. Alors revenez à ces 5 personnes qui vous posent un défi, et maintenant devenez humoriste dans vos heures avec ces 5 personnes en disant, bon, apparemment c'est vous mes 5 nouveaux professeurs d'amour. Ok, je dois passer mon test. Et demandez-vous qu'est-ce que chacune de ces personnes va devoir vous enseigner. Est-ce que c'est moi je t'enseigne les virus, la bactérie ou le microbe? C'est lequel? C'est des spécialistes. Il y en a un qui va dire, moi je suis comment on appelle ça, un bactériologiste, c'est ça? Le spécialiste un bactériologiste, c'est ça? Je sais pas s'il y a un virologue, oui, virologue. Puis il doit y en avoir un autre, un microbiologiste. Microbiologiste, c'est ensemble. Hein. Il est bon, lui, dans savant, là. Il a l'air de rien, d'ailleurs, du Père Noël, là, mais après Noël, là, il est un savant. C'est vrai, je lis ses livres, il m'en a apporté 2 autres. Là. Voilà, donc vous voyez le tableau? Donc pensez à ces 3 personnes-là, puis demandez-vous si c'est dans la microbiologie, dans le virus ou dans la bactérie que ça va se situer. Et d'accepter la leçon. De dire à l'autre, si tu n'étais pas dans ma vie, non, en fait, je la passerai jamais, cette leçon. Cette personne est là, peut-être dans ma vie, pour me forcer à apprendre ça. Et ça veut pas dire qu'on va être naïf, hein, on s'entend bien, je parle pas d'aller dans la naïveté, puis dans la spiritualité à dessous. Non, peut-être que la personne a des comportements qui sont pas acceptables, peut-être, qui sont pas faciles à tolérer, mais ça veut pas dire qu'on peut pas retrouver notre dignité. C'est là où je veux conclure avec tout ça, c'est que si j'arrive à régler les virus, les bactéries, puis les microbes, ok, les autres, ce qu'ils font, ça leur appartient. Mais qu'est-ce que je dois regagner? C'est quoi l'idée? Est-ce que l'important, en fait, et le visage caché de l'amour, pour moi, c'est exactement ça, est-ce que c'est un visage d'amour ou est-ce que c'est un visage de dignité? Et je pense que des fois, on va se tromper si on pense que la seule leçon qu'on doit passer, c'est la leçon d'amour. L'amour, c'est le moyen pour atteindre autre chose. L'amour est un langage. L'amour est une commodité. L'amour est une énergie qu'on transmet, qu'on reçoit, mais qui va être pure. Toute cette belle catégorie d'amour qu'on a décrit au début, l'amour pur, inaltéré, inconditionnel, etc., relève en fait non seulement d'une capacité d'aimer, à mon avis, mais d'une capacité de maintenir ma dignité d'être. C'est-à-dire que quelqu'un, et c'est là où je conclurai avec cette formule de fin, quelqu'un qui se respecte aimera les autres beaucoup plus facilement que quelqu'un qui ne se respecte pas. Quelqu'un qui se respecte ne voudra pas laisser les petites choses et les grosses choses de la vie interrelationnelle gâcher ma dignité. Ma dignité ne vaut pas la peine d'être transformée par des conflits relationnels. Est-ce que vous suivez ou vous pensez que ça peut être acceptable comme théorie philosophique, spirituelle?
Et de se dire que ce que je veux préserver en développant une attitude d'amour envers tous, c'est pas juste le fait de pouvoir mettre sur mon mur après docteur en amour, spécialiste en amour, j'aime tout le monde. Non. Je veux mettre simplement nulle part sur aucun mur, mais en moi, la notion de me dire, moi je me respecte, je maintiens ma dignité. Et je perdrai pas ma dignité à cause, certainement pas d'un vendeur qui a mis le mauvais pantalon dans le sac, ou d'un mari qui a pété sa coche et qui a vraiment dépassé les bornes, ou d'un enfant qui a fait ceci, ou d'un parent qui est malade, ou la liste est longue. Non, je ne perdrai pas ma dignité. Je veux trop maintenir un respect de moi pour compromettre cette dignité. Et pour moi, l'idée d'être dans la colère, dans la vengeance, dans la jalousie, dans le blâme, correct, compete, complain et tout ça, là, c'est comme perdre ma dignité. C'est moi qui en souffre. Je me fais du mal pour rien. Puis des fois, les autres vont être même contents s'ils sont vraiment méchants. Ils vont être contents de nous voir abîmés par ça. C'est étonnant ce que je dis, mais je pense que c'est vrai des fois. Et ils vont insister, hein, c'est bon. Ils vont même en mettre plus parce qu'ils veulent notre mal. Alors que quand ils disaient si quelqu'un te frappe et tu tends l'autre joue, l'histoire n'a jamais dit que l'autre allait frapper une deuxième fois. Et le message était, si tu tends l'autre joue, sous-entendant, tu verras, il frappera pas. Non? Et Jésus n'a pas dit tends l'autre joue pour qu'on le frappe une deuxième fois, c'est pas ça. Il disait, si tu tends l'autre joue, tu vas voir. Ça veut dire que tu as passé ton examen. Ça veut dire que tu as une telle dignité que l'autre n'osera jamais frapper. Pour moi, c'est ça, le visage caché de l'amour. Alors, bonne année. Puis, c'est pas de problème, hein? Ça se règle en 2-3. La semaine prochaine, on passe à autre chose. Vous allez voir, l'amour de Jack, c'est fait, c'est bon. Vous aurez tout traversé ça. Il n'y a pas de souci. C'est quoi le thème la semaine prochaine? On aura tout réglé là en une semaine. Alors, je propose de terminer avec quelques minutes de réflexion, puis ne rangez pas vos 10 personnages. Ils vont méditer. On est nombreux ce soir, hein, chacun a amené multiplie par 10 le nombre de personnes, plus ceux qui sont en ligne. J'espère que j'ai perdu personne en ligne, puis qu'ils ont dit, mon Dieu, mais il est malade, ce gars. Je suis très malade, mais je me soigne. C'est la bonne nouvelle. Alors, on va méditer un petit peu là-dessus, puis je vais vous proposer de rencontrer vos 10 personnages, vos 10 leçons d'amour. D'abord, on peut bien disposer le corps afin de sentir qu'on n'a aucune tension physique. Prendre le temps de bien respirer profondément. Juste concentrer ses énergies au centre du front. Juste pendant quelques instants, de sentir la présence des pensées. De sentir cette énergie vivante au centre du front. L'âme, la conscience. Et de me dire que pendant quelques instants, je veux simplement être un petit peu avec moi-même et réfléchir à ce que c'est que véritablement l'amour. Et me dire que dans la vie, probablement que certains des plus grands moments de ma vie ont été ceux dans lesquels j'ai ressenti cet amour, un amour profond. Et je visualise devant moi ces personnes auxquelles j'ai pensé depuis tout à l'heure. Je fais apparaître leur visage. Et je me visualise en prenant un peu de temps avec chacune de ces personnes, une après l'autre. Et quand je regarde le visage d'une de ces personnes que j'aime beaucoup,
j'essaye de ressentir ce qui est au plus profond de moi, ce lien d'amour. Combien et comment est-ce que j'aime cette personne? Combien cet amour ou cette personne semble m'offrir tellement. Et combien en retour j'ai le sentiment de pouvoir offrir tellement à cette personne. Je me rends compte que chaque personne évoque en moi différentes idées. Peut-être que ces personnes représentent certains idéaux en moi aussi. Peut-être que ces 5 personnes manifestent 5 facettes différentes de l'amour. Pour certains, il y a peut-être un amour plus physique. Pour d'autres, un amour peut-être plus subtil, qui évoque peut-être des grandeurs de l'esprit, de la vie. Je prends le temps de vraiment apprécier chacune de ces personnes, tout ce qu'elles m'ont apporté dans ma vie, et tout cet amour qui me comble intérieurement. Et je prends le temps de vraiment savourer cet amour. Tout en sentant la présence de ces 5 personnes avec moi. Comme si je me retournais tout à coup de l'autre côté de la scène et que je voyais 5 autres personnes qui étaient là. Et les 5 personnes que j'aime, et moi, on regarde ces 5 autres personnes. Je prends le temps de visualiser ces 5 personnes qui sont dans ma vie, avec qui j'ai eu des différends, possiblement des conflits, des personnes que j'ai du mal à aimer. Peut-être des personnes qui me sont facilement indifférentes. Possiblement des personnes qui m'ont blessé. En les regardant toutes les 5, comme si j'étais non pas tout seul, mais accompagné des personnes que j'aime. Je me demande si certaines formes d'amour que je ressens pour les 5 premières personnes, pas certaines formes de ces amours que je pourrais utiliser pour changer ma relation avec les autres. Comme si j'allais en fait créer des nouveaux couples. Comme si je trouvais qu'une personne que j'aime pourrait peut-être venir apporter un regard différent dans une relation avec quelqu'un pour qui l'amour n'est pas là. En voyant ces personnes qu'il est plus difficile d'aimer,
me dit que je les accepte comme mes professeurs. Que même si ces relations peuvent être difficiles, même parfois très difficiles, j'essaye de me dire que malgré tout, ce sont ces relations qui vont m'obliger à sortir complètement de ma zone de confort. Ce sont ces personnes qui vont m'obliger à me réinventer. Mais qui vont aussi me permettre de voir une autre facette de l'amour. Parce que toutes les facettes de l'amour qui apparaissent devant les gens que j'aime sont différentes. Et envers les personnes avec qui j'ai des relations difficiles, je dois faire appel à d'autres facettes, d'autres visages de l'amour. Et ce sont ces visages de l'amour qui sont probablement les plus forts. Ce sont ces visages de l'amour qui vont guérir, réparer, qui vont me faire grandir, qui vont me libérer. Qui vont surtout m'apprendre combien toute cette grande traversée dans la vie est une quête de dignité, une quête de respect de soi. Se redécouvrir comme un être bon, un être grand, un être fort, qui peut apporter de très belles choses dans le monde. Et même si ce n'est que dans mon petit monde, ça devient un rayon de soleil de plus. Alors j'accepte d'être face à toutes ces personnes, certaines qui évoquent la lumière, d'autres les ombres. Je les accepte toutes en me disant que l'amour est ce qui unit toutes ces personnes, qui m'unit à toutes ces personnes aussi. Et que c'est ok d'en avoir autant. Que c'est ok d'avoir des personnes qu'on aime et d'autres avec qui les relations sont plus difficiles. Je ressors grandi et prêt à passer mes leçons. Alors, j'espère que maintenant on peut dire que des bombes d'amour vont sortir de l'émergence et que on a fait émerger des nouveaux visages de l'amour. Alors, encore une fois, bonne année, au plaisir de se revoir très très bientôt. Et la suite des aventures de l'âme dans ce monde au prochain numéro, mercredi prochain. Om Shanti, bonne soirée.